Allez, 8h17, c'est l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Et Antoine Janton, vous recevez ce matin le député de Paris et porte-parole du groupe Les Constructifs, Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Antoine Janton. Est-ce que vous supportez le Paris Saint-Germain ? Oui, bien sûr, comme élu de Paris. Êtes-vous un supporter heureux alors ce matin ? Oui, plutôt parce que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et c'est une bonne nouvelle de manière générale pour la Ligue 1. Neymar arrive à Paris aujourd'hui, a priori, selon toute vraisemblance. Ce n'est pas rien puisque c'est un immense joueur et qui va doper la Ligue 1 et nous permet d'être compétitifs, j'espère, pour la Ligue des Champions. Bon, c'est effectivement au Paris Saint-Germain de remporter beaucoup de titres avec lui. Neymar presque au Paris Saint-Germain. Les Jeux Olympiques presque à Paris. C'est presque une belle semaine pour le sport à Paris. On va attendre la ratification et la décision finale du CEO le 13 septembre prochain à Lima. Moi, j'ai suivi ce dossier à la région Île-de-France avec l'État, la ville de Paris, les collectivités territoriales, le monde sportif, olympique et paralympique, mais aussi le monde social, économique et environnemental, parce que cette candidature a été la candidature de l'unité. C'est un bel exemple de ce qu'on peut faire en France, un projet d'intérêt général où on rassemble et fédère les énergies. Et bravo à Bernard Lapassé et à Tony Estanguet de nous amener sur le chemin, je l'espère, de la victoire. Vous portez encore ce matin un pin Oui. à l'effigie J'en ai un à vous offrir de si Paris. vous voulez. Très volontiers. Parce qu'on Merci. peut plus se promener sans maintenant. C'est obligé encore, c'est obligatoire de le porter. Tout n'est pas gagné pour Paris. Non, il faut attendre la décision finale, la ratification de cet accord. C'est la décision le 13 septembre prochain à Lima. Et donc jusqu'au bout, il faut être concentré et défendre notre candidature. Je voudrais dire à chacun que cette candidature, c'est fait aussi pour remettre les projecteurs internationaux et économiques sur la France qui va de l'avant, sur la France qui gagne. Ce projet, on a beaucoup travaillé sur l'héritage de la candidature, sur le décloisonnement des territoires, sur ce qui va advenir en termes de logement, d'attractivité économique, d'emploi, de formation professionnelle pour créer la génération 2024. Et c'est un projet qui est sobre sur le plan financier parce que nous avons 95% des équipements qui existent déjà ou qui seront des équipements temporaires. Il y a des critiques pourtant adressées à la candidature de Paris 2024, à la lumière de ce qui s'est passé dans le passé. Que répondez-vous aux sceptiques ? Eh bien justement, nous avons tiré les leçons des échecs du passé. Nous avons décidé de construire de manière sobre sur le plan financier cette candidature. Je le répète, 95% des équipements existent déjà ou seront des équipements temporaires. On a voulu faire des jeux écologiques et des jeux qui travaillent sur l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut porter en termes de valeur, mais de concret pour les habitants. La session parlementaire devait se terminer aujourd'hui, elle se prolonge la semaine prochaine, mercredi. Est-ce que vous reviendrez à l'Assemblée mercredi prochain pour cette dernière séance ? Oui, et c'est mon devoir. Pourquoi ? Parce que j'ai été élu député de la Nation. D'autres n'y seront pas, d'autres vont renoncer. Et j'ai été élu pour siéger. Et même si, à titre personnel, le calendrier peut ne pas me convenir parce que ce n'était pas prévu, mon devoir, c'est de siéger parce que ma mission, c'est de voter la loi. Vous comprenez quand même ceux qui se plaignent, on les a entendus dans le journal de 8 heures, dans le reportage d'Aurélie Herbemont, et ceux même qui ont décidé de ne pas revenir. Chacun est libre. Bon. Un parlementaire est libre de ses actes comme n'importe quel citoyen. Mais moi, je me fais un devoir d'être présent mercredi. Vous voulez donner le bon exemple en fait ? C'est pas donner un bon exemple, je suis pas là pour être plus exemplaire que d'autres, mais pour moi, c'est un devoir. Déception et colère hier de nombreux élus locaux, ils vont quasiment perdre 300 millions d'euros de crédit, décision du gouvernement. Est-ce que vous la comprenez cette décision ? Écoutez, il y a eu un budget de M. Hollande qui était un budget insincère. Et le gouvernement aujourd'hui est obligé de rectifier, de faire avec la situation telle qu'elle lui a été léguée avant de préparer le vrai budget de 2018 où là, le gouvernement aura vraiment la main. Ce sera à la rentrée. Ça sera à la rentrée. Là, ce sont des crédits qui n'ont pas été utilisés. Le gouvernement fait des économies parce qu'on est endetté et qu'aujourd'hui, il faut faire les efforts nécessaires. En revanche, moi, ce que je souhaite à la rentrée, c'est que le gouvernement présente un budget pour 2018, mais aussi un budget sur les 5 ans, qu'on ait une vision et une stabilité de ce qu'on pourrait faire pendant 5 ans en termes de baisse de la dépense publique et donc en conséquence qu'on ait aussi la vision sur la fiscalité, notamment la baisse des impôts et des taxes sur les entreprises comme pour les ménages, parce que je crois que ça doit être ça l'objectif des 5 ans qui viennent. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Au-delà du fond encore sur ce dossier des 300 millions, la forme est critiquée. Décision en catimini, dit Olivier Dussopt, président de l'Association des petites villes de France. Une décision prise en plein milieu de l'été. Est-ce qu'il y a une erreur de méthode dans ce dossier de la part du gouvernement ? Non, moi ce qui me frappe, c'est que chaque parlementaire et chaque citoyen est favorable à la baisse de la dépense publique au vu du niveau de l'endettement. Et dès qu'on touche à une baisse de la dépense publique, il y a toujours des critiques parce qu'on ne veut jamais toucher à soi. Mais bon, on peut critiquer aussi le fait que ce soit fait en plein milieu de l'été et sans avoir parlé de ce sujet avec les principaux concernés. On peut toujours discuter de la méthode. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. On peut toujours améliorer le dialogue. Mais je dis qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Si on veut préserver les missions essentielles, notre sécurité, notre armée, l'éducation notamment nationale, qui pour moi est une priorité pour notre pays, il faut avoir le courage à côté de faire une baisse de la dépense publique. Et à chaque fois qu'on propose une baisse de la dépense publique, il y a toujours
un certain nombre de personnes qui se sentiront concernées, qui vont être contre. Il faut avoir le courage aussi de défendre l'intérêt général. Le président et son gouvernement ont-ils commis des erreurs ces dernières semaines? On pense notamment aux APL. Un gouvernement commet certainement toujours des erreurs. Pour l'instant, vous gardez un regard critique sur l'action du gouvernement? Moi, je trouve que, bien sûr, que j'ai un regard critique qui peut être appréciatif ou dépréciatif. Et nous, les constructifs, on a décidé d'être libres de soutenir dans l'intérêt général les bonnes réformes, la simplification administrative, la réforme du Code du travail. Nous souhaitons d'ailleurs aller plus loin avec la baisse des charges sur les TPE-PME, la réforme de l'école qui va dans le bon sens, et notamment pour l'acquisition des fondamentaux, le dédoublement des classes. Je me réjouis, moi, que dans mon arrondissement, populaire, le 18e. Ouais. Le 18e, on est 9 classes en REP+, qui vont être dédoublées dès cette rentrée pour permettre à tous les enfants de France d'acquérir les fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. Il faut donner plus là où les enfants ont au départ moins de capital social ou culturel. Les APL, revenons-y, ces allocations personnalisées au logement. Une modification est possible, hein. On avait parlé d'une baisse de 5 €. Visiblement, le gouvernement pourrait revenir sur le sujet. 50 000 allocataires qui auraient dû subir une perte pourraient finalement rester dans le dispositif. Est-ce que ce dossier a été mal géré, Pierre-Yves Bournazel? Moi, je crois que ce n'était pas la principale réforme de rabot à faire. Voilà, je le dis tel que je le pense. En revanche, qu'on puisse tranquillement à la rentrée avoir une stratégie nouvelle en matière de politique du logement et avoir une refonte de toute cette politique-là et de mettre la réforme des APL à l'intérieur de cette politique du logement, je dis oui, mais pas comme ça. Jamais l'impôt sur le revenu n'a été aussi concentré en France. C'est à la une des Échos ce matin. 40% de l'impôt sur le revenu sont payés par 2% des foyers seulement, ceux qui sont les plus aisés, donné pour 2016, en légère hausse par rapport à 2015. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que vous trouvez ça normal? L'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif. Donc il est normal que ceux qui ont plus payent plus. En revanche, moi, de manière générale, je le dis, si on fait vraiment un effort de baisser la dépense publique, je suis favorable plutôt à ce qu'on baisse les impôts, et notamment sur les ménages, mais aussi sur les entreprises. Les entreprises parce qu'on a un problème de compétitivité, les ménages parce qu'ils sont asphyxiés, notamment les classes moyennes. Donc je ne vais pas inventer maintenant à votre micro de nouveaux impôts, je suis plutôt favorable, moi, à ce qu'on les baisse. Donc je sais... on en reparlera à la rentrée. Donc, on en reparlera à la rentrée, et je souhaite que dans ce plan pluriannuel aussi sur les 5 ans, on donne de la visibilité, de la stabilité aux ménages et aux entreprises pour savoir sur 5 ans comment elles peuvent consommer. Ce sera l'un des principaux dossiers de budgétaires, des discussions budgétaires de la rentrée. Pierre-Yves Bournazel, vous l'avez dit, vous faites partie du groupe Les Constructifs, les Républicains Constructifs à l'Assemblée. Comment se passe... Et UDI, effectivement. Comment se passent vos relations avec votre parti d'origine, les Républicains? Écoutez, moi, je veux faire de la politique différemment. Donc, vous ne trouverez pas dans ma bouche une critique sur des personnes. Je respecte la ligne politique des Républicains qui n'est pas la mienne aujourd'hui. Vous voulez rester dans le parti parce que la question se pose? La question va se poser. Moi, je suis profondément européen. J'ai une vision humaniste d'une société ouverte et tolérante. Je suis profondément réformateur sur les questions économiques et sociales. Et aujourd'hui, dans le projet de M. Macron, dans le gouvernement d'Édouard Philippe, je retrouve les idées que nous avons portées avec Alain Juppé dans la droite modérée et au centre. Donc l'intérêt général, c'est d'abord de défendre un certain nombre de réformes utiles pour le pays. Obtenir des résultats en matière d'emploi et de croissance, obtenir des résultats sur l'école et sur la sécurité. Voilà, donc il y a des leçons qui vont être tirées, mais je veux le faire de manière, j'allais dire, posée, calme, ne pas redéclencher des guerres absolument inutiles. C'est sur des idées et des convictions qu'il faut s'engager. Nous avons monté au Parlement, à l'Assemblée nationale, une force parlementaire nouvelle. Viendra peut-être le temps d'une force politique nouvelle. Donc vous n'excluez pas la possibilité de créer un nouveau parti autour de Thierry Solaire, Franck Riester, et donc d'idées que vous venez d'évoquer? Autour d'idées et de convictions, mais on ne peut pas le décider seul. Ça doit être une aventure collective, mais sur des fondamentaux politiques essentiels. Vous avez commencé à en parler avec eux d'ailleurs? Mais j'essaye d'en parler. Ouais. Et je dis simplement que la droitisation de notre famille politique, le durcissement idéologique de la droite française nous a conduit à l'échec. En 2002, nous avions 300 députés. En 2007, à la victoire de Nicolas Sarkozy, 250. À sa défaite, en 2012, 200. Aujourd'hui, 100 républicains. Est-ce qu'on va se poser un jour la question de savoir si cette droitisation n'a pas fait le jeu du Front National? Donc clairement, si Laurent Wauquiez devient président des Républicains à la rentrée ou à la fin de l'année, vous quitterez le parti? Mais moi, je respecte la ligne politique de Laurent Wauquiez, je respecte son talent, mais nous avons des différences politiques fondamentales. Que vous disent Thierry Solaire, Franck Riester, de vos projets, de vos idées, de créer un nouveau parti? Ces conversations sont des conversations privées, mais si eux ont Ils sont réceptifs. Mais si nous sommes ensemble au Parlement, c'est que nous avons des convergences, et ce sont des hommes, il y a aussi des femmes, beaucoup dans notre groupe, qui partagent une analyse, en tout cas sur ces fondamentaux, et ils viendront vous le dire, certainement. Bon, merci Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, porte-parole du groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale. Bonne journée.